Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est disponible sur Patreon et sur YouTube. Fait qu'allez donc vous abonner aux deux endroits. Sur Patreon, en plus, ça vous donne des extras, genre les épisodes en avance ou des épisodes bonus. Puis moi, ça me donne un solide coup de main pour continuer d'enregistrer au studio, bien entendu. Aujourd'hui, je rencontre Laurie Zéphir qui va venir répondre à toutes vos questions sur la santé mentale parentale. Cet épisode va durer 4 heures. Mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de J'ai fait un humain et ça, c'est Floravie. Floravie, c'est une entreprise canadienne qui est là pour vous aider avec votre bien-être intime et votre santé sexuelle parce qu'on le sait, c'est super important. Comment ils peuvent vous aider? Mais avec toute une immense gamme de produits, autant pour les hommes que pour les femmes, des produits super variés, hypoallergènes, conçus au Canada. Puis pour aller découvrir tout ce qu'ils peuvent vous offrir, bien, je vous invite à aller sur le floravie.com. Vous pouvez même utiliser le code promo HUMAIN15. Allô, Laurie. Allô, Gabrielle. Je suis tellement contente qu'on se revoie. Ben moi aussi. Parce qu'on s'est quand même croisés une couple de fois au fil des années. Oui, là. oui. Honnêtement, j'ai l'impression de connaître tes enfants, puis de voir pourquoi ils ont fait des crises cette semaine. J'ai l'impression de tout connaître de ta vie. Écoute, ce que j'ai décidé de faire avec toi, Laurie, c'est de récolter les questions de tous les gens sur la planète et de te les poser. Puis on va voir où ça nous mène. Je me sens comme Grégory Charles, tu sais, à l'époque, quand il allait piger là, dans le... Je me sens comme ça. Fait que je suis prête. Oui, là. En plus, moi, Grégory Charles, j'avais déjà vu faire ça au Centre Bell. Ça doit être impressionnant. Assez impressionnant, merci. Là. J'espère que tu n'as pas les mêmes attentes envers moi, par exemple. J'ai énormément d'attentes. Écoute, on va commencer. Je vais prendre ma petite feuille parce qu'il y en avait plus. J'en ai juste une. Il y en avait deux. Mais c'est ça. On a des vies, des enfants, des carrières. Fait qu'on pourra peut-être pas passer au travers de toutes les questions. Mais je me suis dit que tu pourrais revenir au pire. Oh! Regarde, l'invitation est déjà lancée. On va plonger tout de suite. Puis ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. On parle quand on est enceinte, premier, deuxième, troisième trimestre. On a tendance à oublier le quatrième trimestre, qui est, si je ne me trompe pas, un coup que le bébé vient au monde. Oui. Puis ça se finit quand? Bien, on va généralement parler d'un 3 mois après la naissance. Puis c'est vraiment pour dire que, bien, c'est pas quand le bébé il sort que tout est terminé, on n'en parle plus. Au contraire, il y a encore une évolution au niveau physique, émotionnel, psychologique. Puis ça ouvre, en fait, à la matrescence. La matrescence qui est vraiment la contraction des mots maternité et adolescence. Fait que quand on est dans le 4e trimestre, on est un peu au début de la matrescence. La naissance d'une mère, le fait d'avoir à découvrir qui on est, nous, maintenant qu'on est maman. J'adore le mot matrescence. Je trouve ça tellement beau, puis je trouve ça tellement approprié aussi, parce que t'as beau te préparer comme tu veux, à l'arrivée de ton bébé, c'est un coup qui est là. Oui. Que ça embarque. Là. C'est là que ça embarque, puis c'est là qu'il peut avoir aussi une perte de repère. Puis cette perte de repère-là, des fois, elle peut faire peur, mais au contraire, c'est d'apprendre à apprivoiser ça. Puis il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, matrescence. Donc souvent, ils sont comme « matrescence, qu'est-ce que c'est? » Mais l'idée d'inclure la notion d'adolescence là-dedans, c'est de se dire, bien, la maternité, c'est une crise identitaire comme l'adolescence. Quand on est dans l'adolescence, on est comme, mon Dieu, qui suis-je? C'est quoi mes éléments que je trouve importants? Mes valeurs, tu sais, c'est quoi mes convictions, mais c'est un peu la même chose qui se produit lorsqu'on embarque dans la maternité. On se découvre, on se demande qui suis-je, nos changements. Il y a des changements socio-identitaires, physiques, émotionnels au niveau du couple. C'est tout ça, justement, qui arrive à la maternité. Puis comment on peut se préparer pour vivre un bon 4e trimestre? Ah, j'aime ça. ça se pose-tu comme question? Bien, ça se pose, mais je pense que des fois, je vais entendre derrière cette question-là un peu la performance de réussir son 4e trimestre, mais je pense que c'est surtout de se laisser le temps d'apprivoiser ça et aussi d'être bien entouré. Tu sais, je le sais, les gens sont tannés d'entendre qu'il faut un village pour élever un enfant, mais c'est vrai. Puis il faut un village aussi pour soutenir une maman. Donc, d'avoir ce petit réseau-là de gens autour de vous après l'accouchement qui, bien, je peux avoir des confidents, des gens qui viennent m'aider, oui, dans les tâches de la maison, mais juste de pouvoir avoir quelqu'un qui veut prendre une marche avec moi une fois de temps en temps, quelqu'un que je peux appeler quand j'ai des questions, tout ça,
c'est nécessaire. On peut aussi simplement envoyer un GIF sur Messenger. Ça va faire sourire la maman, une petite pensée comme ça. C'est pas obligé d'être compliqué puis d'être « je m'en viens chez vous faire à souper pour te soutenir ». Ça peut être des tout petits gestes. Ça peut être des tout petits gestes, mais des fois, je vais avoir des mamans qui vont avoir de la difficulté à même accepter cette aide-là ou même à voir pourquoi c'est important d'avoir cette aide-là. Mais quand on regarde d'un point de vue psychologique, mais aussi physique, il faut que je récupère un peu puis il faut que je me donne le temps de m'adapter à ce rôle-là. Puis justement, est-ce que c'est quoi la différence entre le baby blues et la dépression postpartum? Bien, le baby blues, on va voir que c'est surtout associé à une chute d'hormones. Hein? Donc, on va dire, de mon souvenir, c'est environ 80% des femmes, de 20 à 80% des femmes qui vont dire hey, pendant cette période-là du baby blues, je me sens plus déprimée, je me sens plus fatiguée, on dirait que je me sens plus déconnectée de façon générale, mais ça va se replacer environ dans les 2 semaines après l'accouchement. Quand on commence à dépasser le 4 semaines après l'accouchement, on est généralement plus dans des symptômes de dépression postpartum. Et là, on va parler de fatigue, oui, mais justement, l'humeur qui peut être plus dépressive, un peu plus d'anxiété. Souvent aussi beaucoup de culpabilité de la part des mères, le sentiment que je fais jamais ce qu'il faut, que je suis pas à la bonne place. Tu sais, ce bébé-là, il serait mieux d'avoir une autre maman. C'est le genre de discours qui peut être plus présent dans la dépression postpartum. Puis, est-ce qu'il y a certaines femmes qui sont plus à risque? Absolument. Par rapport au baby blues, ça, plus ou moins, là, dans le sens ça peut vraiment atteindre tout le monde, mais dans la dépression postpartum, on voit par exemple que le fait d'avoir eu une dépression par le passé, ça peut être un facteur de risque. Le manque de réseau aussi, le manque de soutien, tout ce qui est isolement, ça peut aussi être un facteur de risque. Puis on voit qu'il y a plein d'autres facteurs, comme par exemple la satisfaction conjugale. Comment est-ce que ça va dans notre couple? Des fois, on peut voir que ça peut avoir une influence sur la dépression postpartum ou même le fait que mon chum ou ma blonde, mon partenaire, peut avoir des symptômes de dépression postpartum, puis ça peut m'influencer moi aussi. Donc, il y a plein de facteurs comme ça dans la littérature qu'on voit qui sont associés à ça. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on parle souvent de la maman. Tu sais, le baby blues, le 4e trimestre pour la maman, la dépression postpartum chez la maman. Mais est-ce que le conjointe peut faire une dépression postpartum? Absolument. On n'en parle pas beaucoup, puis c'est moins documenté. Puis, tu sais, même moi, je ne suis pas spécialisée nécessairement en santé mentale paternelle, mais certainement, mon souvenir, c'est que la statistique, c'est autour de 10% des papas qu'on va voir qui peuvent vivre une dépression postpartum, alors que chez les femmes, on va parler en général une femme sur 4, une femme sur 5. Donc, c'est de dire que les papas aussi peuvent être affectés par cette transition-là à la parentalité, puis que ça peut venir avec des dépressions postpartum. Mon souvenir, c'est qu'il y a Biz de Loco Locas qui avait fait justement un livre pour parler de lui, cette transition-là, puis il l'a fait de façon très artistique, justement, mais c'est de dire au papa, c'est pas parce que tu l'as pas porté, le bébé, que tu trouves ça facile de t'ajuster à ce rôle-là. Au contraire, sois à l'affût de ça. Est-ce que ça existe, la patrescence? Bien, certainement qu'il y a une transition à la paternité, mais je pense que quand on parle de maternité, par contre, je pense que c'est tout l'aspect hormonal ici, là, qui est... Mais oui, ça existe, la patrescence, c'est juste qu'on n'en parle pas bien, disons. Mais en plus, moi, j'ai entendu parler pour la première fois cette année de dépression prénatale. Oui, tout à fait. La dépression prénatale, justement, ça va être pendant la grossesse. Puis ça, on le voit que c'est un facteur de risque aussi, là, un prédicteur même des fois de la dépression postpartum. Mais encore une fois, la dépression, tout le monde peut être à risque de vivre la dépression dépendamment des événements de la vie et tout ça. Mais quand ça se produit pendant la grossesse, souvent, c'est que c'est moins diagnostiqué ou des fois, justement, on prend pas le temps d'offrir le bon suivi à la maman. Peut-être même que cette maman-là n'est pas consciente de ces symptômes-là à l'intérieur d'elle-même. Mais ce qu'on voit, c'est que lorsque c'est pas traité, puis qu'on arrive après ça, après l'accouchement, ben là, tous ces symptômes-là, exactement, tous ces symptômes-là sont restés, ils n'ont pas été traités. Mais là, on a une charge de plus avec le bébé à s'occuper, donc ça va être plus fragile au niveau de la santé mentale. Est-ce que ça peut passer une dépression prénatale comme un juste « Ah, j'aime pas ça être enceinte. Ah, je trouve ça dur.
dur. Ah, je m'épanouis pas. Ça peut-tu passer pour des symptômes comme ça? Ça peut, mais tu sais, en général, quand on est dans la dépression, il y a quand même plusieurs éléments. Il y a plusieurs symptômes qu'on va regarder. Est-ce qu'il y a une baisse au niveau de l'alimentation? Au contraire, une grande augmentation? Est-ce qu'il y a des difficultés au niveau du sommeil? Fait que, tu sais, au-delà des pensées, oui, tu sais, ça peut être un symptôme, mais des fois, c'est juste une maman qui a besoin de ventiler. Puis c'est là que c'est difficile, des fois, dans tout le domaine de la santé mentale, de départager qu'est-ce qui est quoi. Là, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est pathologique, qui a besoin justement d'avoir un suivi, un encadrement, une médication. On a juste une maman qui est en train de dire qu'elle trouve ça un petit peu difficile, différent, elle ne s'attendait pas à ça, puis que là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, mais on peut être une bonne oreille aussi pour cette maman-là. Là. Puis est-ce qu'il y a une façon de se préparer, de se pader pour essayer d'avoir pas une dépression postpartum? Ben, oui puis non, dans le sens où je pense qu'on peut avoir une espèce de filet de sécurité, c'est-à-dire, bon, tantôt je parlais, l'entourage. Des fois, justement, c'est bien, si j'ai déjà eu un antécédent de dépression dans ma vie, de reprendre contact avec la psychologue ou le psychologue que j'avais. Des fois, ça peut être un filet. Regarde, je suis en train de vivre cette transition-là à la parentalité. Fait que je voudrais peut-être reprendre le suivi, le temps de traverser cette expérience-là de vie. Mais c'est sûr que d'avoir une bonne hygiène de vie, ça va toujours être ça, là, une bonne alimentation, de pouvoir bouger, de pouvoir voir des gens aussi. Ça, honnêtement, je pense que c'est pas la tragédie, j'exagère un peu, là, mais cette solitude-là dans la parentalité, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Puis dès la grossesse, c'est ça, on travaille, on fait les choses, on peinture la chambre de bébé, mais est-ce que j'ai un réseau qui va être disponible pour moi autant pendant la grossesse qu'après, si j'ai besoin de juste aller crasher chez quelqu'un puis aller comme écouter un film de Noël ou j'ai envie justement d'avoir quelqu'un avec qui je peux aller bruncher, de pouvoir avoir ces contacts-là sociaux, c'est sûr que c'est un facteur de protection. Oui, puis là, moi, je veux pas faire paniquer personne, là, mais tout ce que tu nommes là, moi, je l'avais. J'avais un conjoint présent, j'avais une sécurité financière, j'avais ma mère, ma belle-mère, ma sœur, mes amis autour. Tu sais, j'avais déjà averti ma médecin que j'ai déjà fait des dépressions. Tu comprends, j'étais padée 360 et j'ai quand même fait une dépression postpartum. Fait que c'est pas une garantie. Non, puis je pense que c'est ça. Des fois, je vais entendre les mamans qui veulent tellement avoir une garantie. Dis-moi ce que je dois faire. Puis pour moi, c'est pas tant de regarder tout ce qu'on peut faire pour prévenir, mais aussi de regarder quand ça arrive. Quand ça arrive, est-ce que justement mes leviers d'intervention, est-ce que je suis plus rapide pour aller chercher de l'aide, pour demander de l'aide, être capable de reconnaître mes symptômes? Pour moi, ça aussi, c'est une force. Parce que sinon, des fois, j'ai rencontré des mamans qui voulaient tellement pas s'admettre qu'elles avaient une dépression postpartum qu'elles ont attendu très longtemps. Non, demain, ça va être mieux. Non, regarde, puis je vais tout faire pour pas penser à ces pensées-là. Je vais tout faire pour essayer de... Mais au final, il faut quand même dire que quand on est dans la dépression, il y a quand même un débalancement chimique, là, qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau quand on est en dépression. Fait que c'est pas juste une question de bon vouloir. Puis je pense que quand on se responsabilise beaucoup, bien, c'est là que la culpabilité, elle embarque encore plus. C'est parce que j'ai pas fait assez de... j'ai pas fait assez de marche, là. C'est parce que j'ai pas suffisamment fait ci, j'ai pas suffisamment fait ci. Non, là. Ça n'a rien à voir. Exactement. Tu as fait les bonnes choses pour venir stabiliser les choses, peut-être, pour être capable de prévenir. Mais après ça, quand ça arrive, regarde aussi les choses que tu as mis en place pour t'aider. Puis ça aussi, c'est important. Mais oui, moi, je me souviens, ce que j'avais fait, c'est que j'avais averti mon entourage particulièrement mon chum. J'étais comme là, moi, il y a ça se peut que ça arrive. Et c'est lui qui a levé le flag de Gab, je pense que. Et moi, j'étais comme non, c'est pas ça, tu capotes, c'est baby blues, tu capotes. Finalement, il capotait pas pantoute. C'est 100% lui qui avait raison. Puis un coup que j'ai accepté ça, on est allé. J'en parle dans mon livre d'ailleurs, là, de comment ça s'est passé. Mais c'est dur de demander de l'aide. C'est dur. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, je suis biaisée parce que je travaille beaucoup avec les mamans, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement aussi une image très forte de la maman qui est supposée d'y arriver toute seule. Tu sais, je veux dire, c'est mon bébé, je veux être une bonne maman, je veux montrer que je suis capable d'y arriver, mais en même temps de faire de la place à notre vulnérabilité aussi, quand on embarque dans la maternité, de faire comme, ben, c'est des nouveaux repères pour moi aussi, j'apprends aussi. Des fois, la marche à monter, elle peut sembler haute, donc de pouvoir avoir des gens autour de nous, un peu comme ton chum qui fait comme, ben là, c'est pas que t'es une mauvaise maman, c'est pas que t'es pas capable d'y arriver toute seule, t'as juste besoin d'aide. Puis cette aide-là, elle va pas juste être utile pour les 3 premiers mois de la vie de ton enfant.
On a toujours besoin d'aide. L'aide, elle va être différente quand nos enfants grandissent, mais d'avoir cette, j'ai envie de dire, cette ouverture-là à accepter l'aide, ça va être utile pour le reste de la vie, pas juste de parents. Comme humains aussi, on a besoin des autres. Puis là, je change complètement de sujet, mais au fil de mes épisodes, j'ai reçu un nombre incalculable de mamans et beaucoup d'entre elles ont fait des fausses couches. Des fois une, des fois à répétition. Ouais. C'est quelque chose qui est très répandu. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, Oui. mais que ça a longtemps été peut-être sous le tapis Oui. ou caché ou non dit. Est-ce que faire une fausse couche, c'est un deuil? Absolument, absolument. Puis quand tu disais ça arrive quand même beaucoup, je pense que c'est une grossesse sur 4. C'est quand même beaucoup. Puis pour certaines femmes, elles vont vivre plus qu'une fausse couche. C'est certainement un deuil. Puis souvent, les gens vont se dire, OK, oui, là, il y a le deuil du bébé, mais dans le deuil périnatal, qu'est-ce qui est difficile aussi, c'est qu'il y a le deuil de l'imaginaire. Je m'étais imaginé l'été prochain avec ma poussette en train de promener mon bébé. Je m'étais imaginé qu'à Noël, je mettrais tel pyjama puis qu'on ferait telle photo avec la famille. Puis c'est tout ça qui part aussi. Puis quand, tu sais, justement, on a fait un livre, nous autres, sur le deuil périnatal, puis il y avait des parents qui nous disaient, ben tu sais, moi, à chaque année scolaire, je me disais, ben là, cette année, il aurait été en première année, ce bébé-là continue de grandir, même s'il n'a pas longtemps existé, mais il a certainement existé dans le cœur des parents. Fait que oui, il faut le voir comme un deuil, puis pour moi, c'est important qu'on le voit comme un deuil parce que c'est là qu'on permet de mieux soutenir les parents qui traversent ça, au lieu d'avoir l'impression qu'il n'y a rien là, tu sais. Avant, c'est vrai qu'on avait, tu sais, pour l'époque des grands-mères et tout ça, c'est vrai, la perception, mais c'était une autre époque, on n'avait pas conscience de tout ce que ça peut faire vivre, tandis qu'aujourd'hui, on le voit autant au niveau clinique que dans les études, ça vient avec une montée d'anxiété, de culpabilité, de tristesse, de colère, de sentiment d'injustice. C'est toutes ces émotions-là à travers le deuil périnatal. Puis comment on peut aider une maman, une amie, une sœur qui passe par une fausse couche puis qui a de la peine? Bien, je pense que des fois, juste de demander à la personne de quoi tu as besoin, parce que peut-être qu'elle a envie de s'isoler un petit peu, d'être juste comme dans sa bulle, avec son chum, avec sa blonde, avec ses enfants, des fois aussi. Puis il y en a d'autres qui vont dire, hey, viens à la maison, j'ai juste besoin de me changer des idées, fait que parle-moi d'autre chose, parle-moi de qu'est-ce qui se passe au travail. Puis dans le deuil périnatal, comme dans n'importe quel deuil, bien, il y a des mouvements. Fait qu'il y a des mouvements qu'on a envie de se rapprocher de son deuil. Puis ces parents-là, là, la chose dont ils ont besoin, c'est de se coller au petit bonnet qu'ils ont reçu à l'hôpital quand le bébé il est décédé puis il était un petit peu habillé. Puis à d'autres moments, ils ont juste besoin de faire comme si ça n'avait pas existé. Puis tout ça est normal. Fait que quand on leur demande de quoi tu as besoin, bien, si le lien de confiance est là, aujourd'hui, j'ai juste besoin qu'on me laisse tranquille. D'accord, je vais respecter ça, puis c'est correct. J'aime ça que tu dises qu'un deuil, ça évolue, ça change, c'est mouvant. Tu sais, ça se peut qu'une journée t'aille super bien, ça se peut que le lendemain, tu sois dans le fond de ton lit incapable de te lever, puis c'est normal, c'est ce que tu dis. Absolument, parce que si on est très, très tout le temps collé sur notre deuil, des fois, c'est trop souffrant. Puis quand on est trop déconnecté, quand on est dans l'évitement du deuil, bien, des fois aussi, on n'est pas en train de faire le processus de deuil. On n'est pas en train de réfléchir à comment est-ce que je peux m'ajuster avec ce deuil-là, mais de faire de la place à toutes les formes. Puis dans le deuil périnatal, souvent aussi, qu'est-ce qui peut être difficile, c'est qu'à travers le couple, on peut avoir deux façons très différentes de vivre les choses. Mettons que je prends un couple là, très hétéronormé, là. OK, bien, la blonde, elle est encore beaucoup affectée. Elle a envie justement de pleurer beaucoup, de penser à son bébé, puis le chum, lui, il fait comme, moi, j'ai envie de retourner au travail, j'ai envie de voir mes amis. Puis ça veut pas dire qu'il y a moins de peine. C'est juste que les choses évoluent différemment. On apprend à s'adapter à notre deuil, puis ça, bien, il y a des mouvements là-dedans, puis il faut accepter et faire de la place au fait qu'il peut avoir ces mouvements-là. Je pense que dans les pires phrases qu'on peut se faire dire, là, que ce soit une fausse couche ou même le décès d'un bébé à 20 semaines ou même à la naissance, c'est... Tu sais, il y en aura d'autres. Ah, mon Dieu. Il est mieux où est-ce qu'il est. Ouais. Tu sais, toutes ces petites phrases-là qu'on pense qui font du bien, mais qui, dans le fond, font juste tourner le fer dans le plaie, j'ai l'impression. Bien, j'ai l'impression souvent que l'entourage va réagir. Tu sais, quand tu perds un bébé, que ce soit pendant, comme tu dis, pendant la grossesse ou pendant après l'accouchement, il y a des mouvements là-dedans. Puis il faut faire de la place au fait qu'il peut avoir ces mouvements-là. C'est juste que les choses évoluent différemment. On apprend à s'adapter à notre deuil, puis ça, bien, il y a des mouvements là-dedans. Il faut
il n'y a pas de solution à ça. Je peux pas te redonner ton bébé. Il y a rien à dire. Fait que je pense que l'entourage se retrouve dans une position très inconfortable d'impuissance. Je vois tellement que tu as de la peine, puis je voudrais tellement t'enlever ta peine, mais je peux rien faire. Fait que je vais essayer de trouver une phrase réconfortante, mais au final, ce parent-là s'ennuie de son bébé. Fait qu'il n'a pas envie de se faire dire il va en avoir un autre. Il n'a pas envie de se faire dire ça va passer, il n'était pas viable. Tu sais, ce genre de phrase-là, c'est non, elle a besoin de pleurer, il a besoin de pleurer, son bébé, son enfant. Laissons-lui au moins ce droit-là de ressentir les choses comme il le ressent. Parce que c'est ça. Des fois, le silence, c'est mieux que n'importe quelle phrase. Oui, tu sais, juste, je suis là. Je suis là, puis je suis en silence, comme tu dis. Là. Je suis là. Juste ça, des fois, pour certains parents, ça fait une énorme différence versus d'avoir des conseils à gauche, à droite de comment est-ce que je devrais faire les choses. Puis ça devient encore plus intrusif puis agressant pour ces parents-là. Tu sais. Puis quand on parle de deuil, tu sais, j'ai l'impression dans la maternité, il y en a beaucoup à faire. Ouais. Des fois des gros deuils, des fois des petits deuils. Ouais. Un qui revient souvent, j'ai l'impression, c'est de ne pas avoir un accouchement vaginal. Ah! Tu sais, faire le deuil de son accouchement parfait ou de son accouchement souhaité. Ouais. Comment on peut gérer ça? Ben, comment on peut gérer ça? Ça, c'est une... Tout le temps la question, hein? Hey, gère-nous, Laurie, gère-nous! Mais je pense que des fois, par rapport à ça, c'est de se demander, mais qu'est-ce que j'ai intériorisé comme c'est quoi un accouchement parfait? Puis aussi, cette performance-là dans la parentalité, c'est ça dès l'accouchement. Au final, un accouchement, ben est-ce que c'est j'ai eu un accouchement vaginal avec la lumière tamisée, avec la musique? Tant mieux quand ça se passe comme ça, mais au final aussi, ben on est en vie, on est en santé, on l'a vécu selon les conditions. Je pense qu'on a un peu oublié qu'un accouchement, ça reste quelque chose qui est très imprévisible. Puis on est tellement dans une société qu'on est axé sur le contrôle que... Puis pas juste l'accouchement, la parentalité en soi, c'est d'apprendre aussi à perdre le contrôle. Fait que des fois, c'est de regarder, mais de où ça vient cette construction-là que je m'étais fait, que ça partait juste de mon contrôle, qu'est-ce que moi je veux. Au contraire, tu peux vivre de la frustration, tu peux vivre de la déception, tu peux vivre de la tristesse, mais tu peux aussi voir la réalité, c'était ça. Il n'y avait pas d'autre façon peut-être de vivre mon accouchement. Des fois, c'est sûr que ça peut être un peu confus. Tu sais, quand il y a des violences obstétricales, par exemple, où on a l'impression qu'on n'a pas été respecté, tout ça, mais des fois, c'est dans cette situation-là, la meilleure décision à prendre, c'était justement de faire le deuil de l'accouchement vaginal parce qu'on voulait que tu sois en vie, on voulait que ton bébé aussi soit en vie. Fait que là, maintenant, tu vas faire le travail petit. Petit, mais des fois, il peut être un peu plus grand, de faire le deuil de cet accouchement-là. Et est-ce que le deuil d'un accouchement peut amener à la dépression? On le voit dans certaines études qu'il peut y avoir des associations entre l'expérience de l'accouchement négatif et les symptômes dépressifs. Surtout, on peut voir aussi quand l'accouchement il a été traumatique. Là. Fait que là, je suis dans la parentalité. Puis là, ben justement, j'ai des flashbacks, par exemple, dans ma cuisine de je sais pas, moi, j'ai vu certaines scènes, il s'est passé certaines choses. Puis là, on voit qu'il peut y avoir autant de montée d'anxiété qu'il peut y avoir justement une montée de symptômes dépressifs. Mais au final, dans toutes ces situations-là, ça peut sembler simple, mais d'en parler vraiment beaucoup jusqu'à temps que j'ai besoin de faire sens de cette expérience-là. Tu sais, autant quand je suis dans le deuil que quand je suis dans l'expérience traumatique, de revisiter mon accouchement. Moi, des fois, dans des suivis que j'avais avec certaines mamans, c'était ça, on va prendre le temps d'en parler, de le revivre. Si tu as besoin de pleurer à certains moments, permets-toi de pleurer. S'il y a des choses que tu as besoin d'aller comprendre, on va aller regarder des fois avec le médecin si on peut aller comprendre certaines choses. Puis à un moment donné, on arrive à faire sens de cette histoire-là, puis elle est plus facile à porter à l'intérieur de soi. Et là, c'est comme une question en deux volets que j'ai. Il y a des mamans que leur enfant vient au monde et qui ne l'aiment pas tout de suite. Puis le lien se développe éventuellement. Des fois, ça prend quelques heures, quelques jours, quelques semaines même, sûrement plus long aussi. Ça, de un, ça engendre une immense culpabilité parce qu'on doit donc bien aimer notre bébé, on doit donc bien, tu sais, on doit être en amour avec dès qu'on pose les yeux sur lui. Fait qu'il y a ce sentiment de culpabilité-là et il y a en parallèle le développement du lien. Ouais. Fait que je pense que ma première question, c'est est-ce que, comment tisser un lien avec notre bébé? Et ma deuxième question, c'est
la culpabilité parentale, maternelle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mon Dieu, est-ce qu'on a 3 heures? Mais je pense qu'il y a souvent, on va faire un amalgame entre l'attachement de l'enfant et le sentiment parental, le sentiment maternel. Puis je vais dire pourquoi je fais la distinction entre les deux. C'est que quand je parle de l'attachement de l'enfant, c'est vraiment qu'est-ce que lui développe envers son propre parent. Fait que c'est à travers toutes les petites expériences du quotidien. Je te change la couche, un petit sourire, tu sais, on se regarde dans les yeux, je te parle un petit peu. C'est ces petites expériences-là que l'enfant a besoin pour se nourrir au niveau affectif. Mais ça, c'est départagé du sentiment maternel. Puis le sentiment maternel, c'est quelque chose qui se développe. Oui, on a montré beaucoup l'image de la mère qui est en extase dès qu'on lui met le bébé sur la poitrine, puis mon Dieu, qu'elle est contente et tout ça. Mais dans la réalité, c'est pas toujours le cas parce que, ben, je le connais pas, ce petit être-là, puis peut-être que je suis un peu angoissée, c'est inconnu. Fait que c'est tout ça qui m'habite. J'ai besoin de temps pour m'ajuster. Puis quand je parle de sentiment maternel, souvent, je vais faire le parallèle avec le sentiment amoureux. Il y a certaines personnes qui ont rencontré leur chum ou leur blonde, ça a été un coup de foudre. Et à partir de là, on ne s'est plus posé de questions. Puis pour d'autres personnes, ça l'a été, bien honnêtement, on a été des collègues de travail pendant 1 an, puis j'étais pas sûre. Puis tu sais, fait qu'il y a pas de bonne façon du moment que ce sentiment-là, il est là, mais il peut y avoir une construction là-dedans. Donc, à la question, comment est-ce qu'on fait pour nourrir ce lien-là affectif entre la mère et l'enfant? Bien, c'est un peu ça, c'est qu'on essaie de créer des moments où est-ce que c'est agréable. Tu sais, si je reviens au sentiment de solitude, si j'ai une maman qui est isolée, qui est juste dans les tâches, dans les responsabilités, que c'est lourd, adore pas, c'est sûr qu'on vient pas favoriser le contexte pour qu'elle soit capable de développer cette relation-là avec son enfant. Par contre, si elle est soutenue, puis, ben, je sais pas, moi, elle aime ça, elle, faire des longues marches, puis que là, justement, ben, elle a trouvé un cardio-poussette dans son quartier, elle y va avec son bébé, ou justement, ben peut-être qu'elle a envie d'allaiter ou non, mais quand elle est en train de donner le boire, elle est pas stressée, elle est bien, il y a quelque chose qui se pose, ça va venir nourrir de part et d'autre ce lien-là affectif. Au niveau de la culpabilité, par contre... Mais la culpabilité, là, je veux juste l'ouvrir à 100% parce que, oui, il y a la culpabilité de nouveaux parents, mais je veux dire, moi, mes enfants, là, ils ont 7 et bientôt 10. J'en vis encore. Mais j'espère que tu as envie. Je me fais shamer! Non, mais je pense que c'est ça, c'est que la culpabilité, c'est une émotion humaine. C'est inconfortable à vivre, je le sais, mais ça serait pas une bonne chose pour l'humanité si on ne ressentirait pas de la culpabilité. La culpabilité, c'est vraiment le sentiment « j'ai commis une faute ». Fait que quand, je sais pas, moi, j'ai crié après mes enfants ce matin parce que, écoute, ça faisait 3 fois que je leur demandais de mettre leurs chaussures. Puis là, ils mettaient... Ben là, peut-être que je me sens coupable après parce que je me suis dit, bon, ma réaction était un peu exagérée, là, t'sais. Fait que c'est bon qu'on ait cet élan-là de réparation. La culpabilité, ça nourrit le fait qu'à un moment donné, on a le goût de s'excuser. On a le goût de faire, on va venir réparer les choses. Fait que c'est bon. Si tu me dis que toi, dans ta parentalité, tu ressens de la culpabilité, c'est une bonne chose, puis tu es une humaine normale. Mais où la culpabilité, à un certain moment donné, elle n'est plus utile, c'est qu'on est envahi par la culpabilité. Puis là, on se sent constamment dans cette posture-là là, de je me sens coupable pour ci, je me sens coupable pour ça, je me sens coupable pour tout le monde tout le temps. À un moment donné, là, c'est plus j'ai commis une faute, c'est je suis responsable de tout le temps. Puis là, c'est plus paralysant. Mais quand on ressent de la culpabilité, je pense qu'il faut avoir cet élan-là à l'intérieur de soi de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment parce que j'ai commis une erreur, que j'ai commis une faute, ou c'est plus parce que, cette fois-là, je me suis écoutée. Je donne un exemple. La maman, là, elle a passé 1 an en congé de maternité à la maison. Puis là, la maman, elle se fait inviter par ses amis pour aller sortir une soirée, puis tout ça. Puis là, elle se sent donc bien coupable. Est-ce que c'est vraiment parce que j'ai commis une faute ou c'est plus parce que c'est inhabituel pour moi de ne pas être dans mon rôle de maman? Fait que quand je me retire de ce rôle-là un peu puis que je laisse justement mon partenaire ou ma partenaire s'occuper de la famille, ben là, j'ai l'impression que je fais pas la bonne affaire. Fait que d'avoir cette réflexion-là envers soi-même, ça peut nous aider à apaiser un peu la culpabilité. Là, j'ai été à la maison pendant 1 année complète, comme ça sortait pas, j'exagère. Mais on est dans les extrêmes pour l'exemple. On est dans les extrêmes, mais bref, je m'occupe de ma famille, je suis là, tu sais, je sais que je suis dévouée.
puis là, je me permets de me recentrer un peu sur moi, mais j'ai pas vraiment commis une faute. Ou des fois, la culpabilité va venir parce que dans notre bagage familial, on avait souvent tendance à utiliser la culpabilité pour nous amener à agir. Fait que là, justement, la culpabilité est constamment présente, mais là, on a besoin de faire le travail de venir apaiser, tolérer la culpabilité à l'intérieur de soi. Puis là, bon, et oui, il peut y avoir des techniques de respiration, il peut y avoir des techniques d'appeler quelqu'un pour être capable d'apaiser cette culpabilité-là, mais fondamentalement, c'est normal que ce soit inconfortable, mais on peut au moins la réfléchir un peu plus. Moi, j'ai appris à m'excuser avec mes enfants. Tu sais, mettons, là, dans mes souvenirs d'enfant moi-même, je me souviens pas d'un adulte qui s'est déjà excusé à moi. Évidemment, là, c'était une autre époque, c'était pas la même approche, c'était pas pareil, mais j'ai aucun souvenir de... Tu sais, il y a des fois, je méritais pleinement de me faire chicaner ou je méritais pleinement les interventions, là. Mais, tu sais, j'ai pas ce souvenir-là. Puis moi, avec mes enfants, c'est quelque chose que j'ai appris à faire de... Hey, comme tu disais, genre, c'était peut-être un peu excessif, là, mon intervention de « mettez vos bottes ». Fait que d'aller voir, hey, nous, je m'excuse, j'ai levé le ton tantôt, puis sans justifier. Tu sais, j'ai levé le ton, mais c'est parce que tu m'écoutais pas. Vraiment, juste j'ai levé le ton. C'est pas correct que ce soit moi qui crie après toi ou l'inverse, que toi, tu me cries après. Ça n'a pas sa place. Fait que, mais c'est pas facile, là, ça demande comme de l'humilité d'aller s'excuser. Oui, mais en même temps, moi, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est aussi je deviens un modèle pour mes propres enfants parce que c'est pas plus facile pour eux de s'excuser à leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, mais en même temps, c'est d'être capable de reconnaître que nous aussi, comme parents, mais oui, on en connaît des fautes. On en commet des fautes que nous aussi, on comprend pas tout, on connaît pas tout. Des fois, justement, on est un peu débordé dans nos limites et tout ça, puis que c'est sain, c'est normal. Donc, de mon point de vue, un parent qui s'excuse, je pense qu'avant, on avait la perception de ça va défier l'autorité ou, tu sais, justement... Là, moi, j'en ai pas d'autorité, moi, te le dire. Il n'y a rien à défier. Ça, c'est peut-être autre chose à réfléchir, là, mais parce que c'est bien d'avoir une autorité quand même, mais d'être capable d'assumer le fait, je reconnais ce que tu as vécu, je reconnais que j'ai dépassé les limites, je m'excuse, puis après ça, bien, la relation, elle est réparée, mais je pense aussi que même si un parent ne s'excuse pas, il peut quand même trouver des façons de réparer. Je pense que l'idée ici, c'est juste de ne pas faire semblant que c'est pas arrivé, puis de ne pas faire semblant que le parent, lui, a juste toujours raison, puis que l'enfant a toujours les torts. C'est là qu'à un moment donné, ça fait juste une relation qui est trop déséquilibrée. Puis moi, je veux juste dire que mes enfants s'excusent, mais ils s'excusent, genre, je m'excuse. Puis ça me gosse bien gros. Et là, on a parlé de culpabilité parentale, puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est jamais très loin, et c'est l'anxiété parentale. Est-ce que de l'anxiété, ça se développe? C'est une bonne question. C'est-à-dire que tout le monde ressent de l'anxiété. Tout le monde sur la planète ressent du stress et de l'anxiété. Le stress, c'est vraiment une réaction physique du corps quand on est face à une menace. Puis l'anxiété, c'est on anticipe un peu une menace. La menace, elle n'est pas réelle. Fait que tous les humains vivent de l'anxiété. Donc, ça ne se développe pas, entre guillemets. Par contre, il peut y avoir certaines conditions qui vont venir favoriser ces comportements-là anxieux. Dans l'anxiété parentale, c'est là, moi, je vais souvent entendre, par exemple, les microbes. OK, bien là, on va être pris là-dedans. Ça va être compliqué, la conciliation travail-famille. J'ai peur que mon enfant se blesse. C'est là que les comportements l'environnement va nous amener à avoir un peu plus cette anxiété-là. Puis oui, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles à l'anxiété, fait qu'ils vont peut-être se sentir plus facilement envahis par ça. Donc, c'est de regarder, ben moi, je suis qui? Tu sais, peut-être que avant même la parentalité, j'étais quelqu'un qui était très sensible à l'anxiété. Fait que ça se peut que la parentalité est venue exacerber un peu ça. Peut-être que j'ai des enfants particulièrement casse-cou. On a été souvent à l'hôpital. Fait que là, ça fait en sorte que mon niveau d'anxiété, tu sais, d'hypervigilance est souvent élevé. Mais des fois, il va aussi avoir des contextes de vie, tu sais, la pauvreté, justement, des difficultés au niveau conjugal, le manque de soutien d'entourage. C'est toutes des conditions qui peuvent favoriser aussi l'anxiété parentale. Fait que, mettons, si je suis anxieuse pré-grossesse, ça risque d'être exacerbé après?
Pas nécessairement. Ça dépend toujours de quelles sont les stratégies d'adaptation que la personne elle a développées. Il y a des femmes, je vais prendre l'exemple des mamans, là, mais il y a des femmes qui ont développé des bonnes stratégies. Elles le savent. Moi, quand je me couche très tard, que j'ai pas une bonne hygiène de sommeil, de sommeil, mon niveau d'anxiété est vraiment plus élevé. Fait que je suis un peu cordée là, comme une horloge, je pense que c'est ça l'expression. Fait que ça fait en sorte que je me couche toujours à la même heure, puis ça m'aide à mieux gérer mon anxiété. Ou je le sais que quand je fais mon activité physique, je fais du yoga à la maison, peu importe, moi, ça m'aide. Fait que ça va vraiment dépendre de quel est le travail que la personne, elle a fait. Évidemment, encore une fois, il y a l'environnement là, qui peut contribuer à ça, mais aussi qu'est-ce que la personne individuellement elle a développé comme stratégie pour reconnaître c'est quoi les fameux triggers, là. Ouais. C'est quoi mes déclencheurs au niveau de mon anxiété, puis qu'est-ce que je fais quand je vois qu'il y a une montée d'anxiété. Puis c'est quoi l'hypervigilance? L'hypervigilance, c'est vraiment une espèce de... On est très réactif, puis on est très sensible, on observe tout. Donc, mettons que je reprends l'exemple d'un parent, je m'en vais au parc, là, puis je suis pas capable de juste m'asseoir sur le banc. T'sais, là, je suis comme, il faut tout le temps que je sois debout, je me sens super tendue dans mon corps. Je suis en train d'anticiper beaucoup aussi. Il y a comme souvent un lien entre hypervigilance et anxiété. Je suis en train d'anticiper beaucoup. Bien, mon enfant pourrait se blesser, pourrait faire ci, pourrait faire ça. Donc, on est vraiment dans un état j'ai comme un peu l'image de comme j'ai juste des lunettes tout le temps en train de regarder tous les pièges, toutes les menaces autour de moi. Puis ça vient avec un état de tension physique. Ouais. Moi, je pense que mes enfants créent de l'anxiété et de l'hypervigilance chez les autres parents. Oh mon Dieu, l'enfant va tomber! Oui, ils sont tellement casse-cou. Mes enfants Ouais. sont tellement casse-cou. Moi, j'ai appris. Je le sais, je les connais. Je sais ce qu'ils sont capables, pas capables de faire. Mais les autres parents au parc, quand ils voient mon fils en haut de la glissade avec sa trottinette, ils ont un petit... un petit battement de cœur là, qui manque. Mais en même temps, tu sais, on est tellement dans une société qu'on a peur que les enfants se blessent, qu'on voit que ça a les fins inverses. Hein. On parle de plus en plus des bénéfices du jeu risqué. Exactement, de se dire, il va peut-être se péter un petit peu la gueule, mais ça ne sera pas dangereux pour son développement. Nos enfants ont tout intérêt à avoir ce sentiment-là de confiance que quand je joue, quand j'explore, puis que c'est suffisamment sécuritaire, ben là, je suis capable de comprendre mes repères puis de jouer là-dedans. Fait que c'est bien. T'as bien appris à réguler ton anxiété. Ouais, ça, c'est moi. Mais mon chum, c'est complètement une autre histoire, là. On se complète. Et on a beaucoup parlé de deuil, mais il y a un deuil, j'ai l'impression, qu'on parle pas souvent. Et ça, j'ai beaucoup aimé la question parce que moi, je t'avoue que je suis là-dedans en ce moment. C'est le deuil de plus avoir d'enfants. Ah. Parce que, tu sais, puis c'est une décision, là, mon chum et moi, c'était clair, c'était net, 2 enfants, on est très heureux avec notre famille. Mon chum, lui, dès que le deuxième est sorti, il était prêt à donner du stock, puis, tu sais, à passer à d'autres choses. Moi, j'ai dû le ralentir en faisant garde. Je suis pas prête à donner les habits, on n'aura pas d'autres bébés, mais... je suis pas prête à les donner. Puis à ce jour, tu sais, j'en veux pas d'autres enfants, là, mais j'aimerais ça être enceinte, j'aimerais ça réaccoucher, j'aimerais ça. Fait que ça, comment on fait le deuil de la grossesse? Puis attends, je m'excuse, mais ça s'applique autant aux mamans que leur famille est terminée, mais j'ai l'impression que ça peut s'appliquer aussi après ta première grossesse. Ah là. oui, absolument. Puis tu sais, exemple, ici, on parle de deuil dans le contexte si on fait le choix d'eux, mais pour certaines familles, pour certains parents, c'est, il y a tellement des enjeux au niveau de santé mentale, santé physique qui font en sorte qu'on ne peut juste pas en avoir un autre. Mais je dirais pas le comment, mais j'ai envie de rappeler l'humain est capable de rebondir d'un deuil. Puis je pense que des fois, c'est un peu ça qu'on voit pas, c'est il n'y a pas de façon, il n'y a pas de technique précise. Je reprends l'exemple de toi, tu disais, moi, je le savais que là, je me sentais brusquée là-dedans. J'avais besoin de temps. Fait que des fois, de juste se laisser du temps, d'observer, de réfléchir, d'en parler, de faire des petites actions une à la fois, ça va nous amener à être capable de faire ce processus-là de deuil sans essayer d'en faire plus. Tu sais, des fois, on a comme le goût de ne pas ressentir ces émotions-là, mais j'ai envie de dire, vivez-les. Vivez la peine, vivez la tristesse. Si tu as besoin de pleurer, si tu as besoin d'être fâché, vas-y. Puis ça va t'aider aussi à construire et à cheminer dans ton processus de deuil, mais tout en ayant confiance que tu as les ressources à l'intérieur de toi pour te reconstruire de ça, de cette déception-là. Puis
vivre un deuil, ressentir, tu sais, traverser un deuil, ça veut pas dire que tu n'as plus de peine pour le reste de ta vie. Ça se peut, Gabrielle, que même dans 20 ans, tu vas dire à un moment donné, « Eh mon Dieu, que j'aurais aimé ça en avoir un troisième. » Tu as le droit. Tu sais, il n'y a pas de prescription à ça, là. Fait que c'est vraiment juste de se dire, c'est des mouvements, on se laisse aller, on vit le deuil, on apprend à accepter des choses petit à petit, puis c'est sûr que de voir, d'accord, on n'a pas eu un troisième enfant, mais voici ce que le fait d'en avoir deux nous permet de faire aussi. Fait que des fois, ça nous permet de voir que dans ce deuil-là, il y a aussi du beau. Il y a aussi de la lumière, il y a aussi des choses qui nous amènent à être dans la gratitude aussi. Fait que ça vient contrebalancer juste la déception. Oui, moi, j'ai tout donné maintenant, mais j'ai gardé 3 petits pyjamas. Mais oui, pourquoi pas? Puis là, tu t'imagines que tes enfants ils vont avoir le goût de recevoir ça, genre? Mais non, mais des fois, je les sors, puis je suis comme, t'étais lousse là-dedans. T'étais lousse là-dedans. Ouais, on vit nos deuils de façon différente, mais on peut pas performer un deuil. Je pense que c'est surtout ça. Tu sais, je t'entends parler de différents deuils. Tu sais, je pense aussi à un autre deuil que moi, j'entends beaucoup dans mon bureau, c'est le deuil du corps. Tu sais, on parlait tantôt du contrôle. Fait que là, mon Dieu, la maman, elle s'est dit, j'ai mis toutes les crèmes qu'il fallait pour pas avoir de vergeture, puis j'ai essayé de faire ci pour pas prendre de poids. Fait que c'est sûr que c'est difficile de se retrouver dans un corps qu'on ne reconnaît pas après la maternité ou après l'accouchement. Mais en même temps, c'est pas un cheminement qui est impossible à faire. C'est juste de se laisser le temps. OK, bien avant, peut-être que je focusais beaucoup sur l'apparence, mais là, je vais focuser sur qu'est-ce que mon corps me permet de faire. Fait que, tu sais, c'est toute cette perspective-là. On apprend justement à ajuster notre garde-robe. Est-ce que j'ai juste des choses dans lesquelles je me sens serrée, pas bien, ou au contraire, j'apprends à ajuster la garde-robe en fonction de ma nouvelle enveloppe corporelle. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses que petit à petit, on finit par trouver comment ça me permet de mieux m'ajuster à ce deuil-là. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit et que je dis maintenant. Je sais même plus c'est qui me l'a dit. Fait que je vais faire comme si c'était moi qui l'avais inventé. Mais que c'est pas toi qui dois s'adapter à tes vêtements, c'est tes vêtements qui doivent s'adapter à toi. Absolument. Puis c'est là toute la notion de décloisonner dans la parentalité, mais même dans notre société, tous ces moules-là. Tu sais, des fois, on ne réalise pas à quel point c'est tellement parce qu'on essaie de correspondre à quelque chose dans la maternité que c'est ça qui est pire. Mais quand on se permet de se dire, mais attends une minute, là, je ne vais pas m'ajuster à ce rôle-là, puis comment est-ce qu'on me l'a projeté, je vais apprendre à ajuster la parentalité en fonction de qui je suis. C'est peut-être un peu, ça met moins de pression. Là, on est moins dans la comparaison, on est moins dans voici ce que je dois faire, on est plus dans je vais être qui je suis, puis je vais apprendre à m'ajuster avec ça, là. Mais il y a un truc aussi qui revient souvent, tu parles dans nos préconceptions ou dans les moules, le fameux rôle de la maman donc bien épanouie, donc bien dans sa maternité, heureuse, rayonnante, comblée par son bébé, ses enfants. Ça se peut-tu que des fois, ce soit pas ça? Bien, absolument. Puis pour certaines mamans, ça l'est. Ça va être cette expérience-là. Mais pour beaucoup de mamans, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Puis je pense que souvent, il y a un petit piège. J'ai l'impression que la mère qui ne le vit pas comme ça, c'est parce qu'elle n'aime pas ses enfants. Puis ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'amour qu'elle porte envers ses enfants. Ça a rapport avec le fait, mais écoute, s'il y a un rôle qui n'est pas toujours facile, c'est pas toujours tout beau, tout rose, des fois, tu as le goût de revenir à ta liberté. Je vais prendre un sac à dos, pack-sac, m'en aller au Nicaragua sur un fly. Tu sais, c'est tout ça, c'est tout cet ajustement-là. Puis c'est sain d'être dans l'ambivalence maternelle, c'est-à-dire il y a des choses qui vont nous attirer vers la maternité, puis il y a des choses qui vont nous repousser de la maternité. Mais ces choses-là qui nous repoussent de la maternité, on en parle trop peu parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur que quelqu'un pense qu'on n'aime pas nos enfants. Fait que ça fait en sorte que ça crée un tabou, mais c'est sain d'être dans l'ambivalence, c'est sain. Mais moi, j'en parle un peu sur scène, là, mais je dis que j'aime mes enfants, mais que des fois, j'aime pas les choses reliées aux enfants. Absolument. Tu sais, genre faire des lunchs, cauchemar. J'haïs ça. Gérer des amis, cauchemar. J'haïs gérer des amis. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, là, comme tu disais, la ligne de j'adore mes enfants, mais c'est aussi les personnes qui me choquent le plus. Mais c'est tout ça, la parentalité. C'est toutes ces dualités-là. Puis on est tellement dans une société qu'on veut cadrer les affaires. Fait que tout doit être blanc ou noir. Mais au final, on est beaucoup plus dans le gris que ça. Parce que ce que tu dis, c'est peut-être, j'aime ça, moi. Je m'inspire de tes stories, là, où est-ce que tu fais des... voici le dîner familial, puis finalement, tu es toute seule à la table, tout le monde a laissé son bol, là. Ça se peut que tu n'aies pas une extase de ramasser après tout le monde ou de rappeler à tout le monde de venir ramasser son bol. Fait que c'est normal qu'il y ait des choses que
qu'on aime puis qu'il y a des choses qu'on n'aime pas. Ça fait partie de la vie. Puis c'est un peu comme dans n'importe quelle sphère de nos vies, que ce soit au niveau du couple, il doit y avoir des choses que tu adores de ton chum, des choses qui te tapent ses nerfs. Hey, on startera pas. On ne startera pas ça. Puis c'est la même chose au travail. C'est la même fait. Tu sais, d'accepter ces dualités-là dans la parentalité, surtout dans la maternité, c'est bien difficile. On a encore beaucoup, beaucoup l'image qu'on doit tout aimer, être épanoui, contente, puis, tu sais, c'est ça. T'as pas le droit de chialer là, sur les choses que t'aimes moins, tu sais, mais pourtant. Ça fait tellement du bien. Moi, Ouais. c'est pour ça que j'ai un group chat avec mes amis. C'est notre moyen de ventiler. Oui! Ça fait du bien. Oui, parce que c'est pas toujours facile. Tu sais, être parent, c'est pas toujours facile. Écoute, le temps file et il y a tellement de questions encore. On dirait que j'essaye de choisir une bonne dernière question, mais j'ai l'impression qu'on va ouvrir les grosses portes. J'ai envie de parler du mom rage. Ouh! Là, tu vois, Ouais, c'est sujet vrai. pour être rapide, là. Est-ce que tu peux m'expliquer, en gros, c'est quoi le mom rage? Les mom rage, c'est vraiment... le mom rage, c'est vraiment tous les explosions de colère qu'on peut sentir dans la maternité. Fait que là, c'est tu sais, le moment que tu as crié vraiment très, très, très fort. Tu as cogné, justement, quelque chose sur le mur, tu sais, les poignées d'armoire, tu sais, en tout cas, bref, c'est toutes ces actions-là où est-ce que souvent la maman va dire « je me reconnais pas ». Je me reconnais pas, puis c'était vraiment c'est pas juste de la colère, c'est quasiment de la rage, c'est que c'était quelque chose de très désorganisé à l'intérieur de moi. Puis je vais même entendre des fois des mamans qui vont dire « je reconnaissais même pas la voix que j'utilisais tellement j'ai crié fort ». Puis là, évidemment, je vais essayer de raccourcir ça, mais ce qu'on voit à travers les épisodes de Mom Rage, souvent, c'est qu'il y a des besoins qui sont non répondus ou encore des limites qui ne sont pas respectées. Fait que souvent, la maman va accorder beaucoup d'attention à sa réaction, qui n'est pas... je veux dire, on n'est pas en train de valider ça, mais c'est souvent... Il faut faire aussi le travail de comprendre, mais qu'est-ce qui m'a amené jusque-là? Puis quand j'ai accès à cette réflexion-là, ça me donne des leviers d'intervention différents. Parce que si je fais juste me dire, ben c'est moi qui n'est pas correct, puis c'est moi qui est anormal, puis je dois faire une dépression, ou, tu sais... c'est ça, je vais essayer de faire mieux demain, etc. Mais je ne suis pas en train de me demander, à ta minute, là, peut-être qu'il y a certaines limites que quand moi, je le sais, là, quand je demande à mes enfants 5 fois de faire quelque chose, c'est sûr que la 6e fois, c'est plus bien, c'est plus bien régulé. Là. Exactement. Ouais. Aussi, justement, au niveau de mes besoins, ben pendant plusieurs nuits, j'ai vraiment pas dormi. Il y a eu la gastro à la maison, etc. J'ai besoin de repos, puis je me l'offre pas. Ben c'est sûr et certain que ça vient contribuer à cette bulle-là de rage qui s'accumule. Fait que bref, il y a plein de choses à réfléchir au niveau du mom rage, mais grosso modo, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Mais encore une fois, c'est... Avoir un bon cercle, communiquer, se reposer, prendre du temps pour soi. Si, je vais me partir d'une business! Honnêtement, t'es prête à être psy, là, presque. Mais grosso modo, c'est ça, c'est de regarder, tu sais, tous ces éléments-là, est-ce qu'ils sont en place? Mais surtout, c'est quoi le discours interne de la mère par rapport à cette colère-là? Certaines mamans vont être tellement inconfortables de juste ressentir de la colère. Elles sont même pas capables même de reconnaître les signaux de colère dans leur corps. Puis ça, c'est une étape. Tu sais, souvent, je vais entendre des mamans qui vont dire « Hey, moi, là, j'ai tilté, là, ça a passé de 0 à 100 en une fraction de seconde. » Mais souvent, quand on prend le temps de réfléchir, on réalise que non, il y en a eu des signaux, mais tu les as pas écoutés, tu les as pas vus. Fait que, tu sais, d'aller faire le travail, d'aller décortiquer tout ça, des fois, tout seul, c'est dur à faire. Fait que d'aller voir un professionnel, ça peut aider pour mieux comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui est cyclique, c'est quoi tes signaux à toi, puis plus tu vas être capable de les reconnaître, de les utiliser, puis plus tu vas être capable de mieux définir tes limites, plus tu vas être capable de faire de la place à tes besoins, puis tu vas te rendre disponible pour les défis de la parentalité. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des épisodes de Mom Rage et ce que j'ai établi avec mon chum et moi, là, c'est une technique des 2 parents, c'est qu'on fait des petits moments de retrait. Fait qu'on est comme, tu sais quoi, je vais aller avec mon téléphone dans le sous-sol, laissez-moi 15 minutes, je vais être sur TikTok, regarder du monde flatter des chiens, ça va me faire du bien, puis après, je vais remonter, puis je vais être bien. Mais ça, c'est une stratégie qu'on a mis en place au fil du temps, parce qu'on était comme, on peut pas garder être constamment ça. Là-dedans. Exactement, puis il y a plein exemple, toi, tu dis, c'est sur mon téléphone, d'autres personnes, ça va vraiment être, il faut que je sorte de la maison, d'autres personnes, ça va être, ben justement, je vais aller dans ma chambre faire une petite sieste, ça va juste me donner le niveau d'énergie pour être capable de revenir. Mais il faut que la personne, elle se demande qu'est-ce qui fonctionne pour elle. Puis je pense que c'est quand on est dans des... dans
une perception, là, comme une liste magique de choses qu'il faut faire. Non, il va falloir que toi, tu regardes qu'est-ce qui est possible dans ton contexte. Toi, tu me donnes l'exemple de toi, mais tu as un partenaire. Oui. Si je suis mère monoparentale, je l'ai pas la personne à qui je peux juste dire je m'en vais 15 minutes dans le sous-sol. Peut-être que fait que il faut vraiment regarder en fonction de qui je suis, mon contexte, de qui sont mes enfants aussi. Ouais. C'est là qu'on va être capable de trouver une stratégie qui est plus adaptée à toi et cohérente, et non pas juste on m'a dit de faire ça puis finalement ça fonctionne pas du tout. Mais quand je suis toute seule, parce que tu sais des fois mon chum il est pas là pour le travail et tout, moi je dis à mes enfants je suis fermée. Ah! Et je suis comme là, les gars, je suis fermée pour 15 minutes. Puis là, je mets un timer. Puis là, des fois, ils attendent à côté du micro-ondes. Puis ils sont comme, quand est-ce que ça sonne? Quand est-ce que je peux y aller voir maman? Mais ils savent, même des fois, c'est eux qui viennent me voir. Maman, t'es-tu fermée? Puis je suis comme, non, c'est beau, c'est ouvert. Tu peux me poser ta question. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Puis c'est là que tu as amené aussi tes enfants à être capables de comprendre ce signal-là. Toi, tu as été capable de reconnaître ça en toi. Puis tes enfants sont assez vieux aussi pour être capables de tolérer les 15 minutes de délai. Fait que, tu sais, c'est toutes ces choses-là que toi, tu t'es dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis pour moi, un parent qui se réfléchit, c'est ça qu'on devrait regarder dans la parentalité. Est-ce que c'est un parent qui a de l'introspection? Est-ce que c'est un parent, justement, qui développe son sentiment de compétence parentale? Pour moi, ça, c'est beaucoup plus fort et puissant, entre guillemets, dans la parentalité que, ben, quelle technique j'ai utilisée pour telle affaire. Puis moi, je l'ai déjà dit, je pense, dans les balados, mais tu sais, moi, j'ai eu beaucoup là, de psychoéducatrices et tout qui sont venues chez nous pour nous donner des coups de main. Puis il y en a un en particulier qui m'a dit, tu sais, ce qui marche, c'est ce qui marche. Oui. Puis que ça se peut, ça marche une fois, ça se peut, ça marche pour le restant de tes jours, mais ce qui marche, c'est ce qui marche. Puis c'est pas une garantie que ça va être pour toujours. Non, d'où l'idée qu'il faut soutenir, ça va changer. Tu sais, je veux dire, il y a toujours des choses qui changent, mais si je garde la curiosité de qu'est-ce qu'on peut faire de différent, qu'est-ce que justement on pourrait faire, là, on voit que ça fonctionne plus bien, puis ce qui marche, c'est ce qui marche. J'aime ça parce que certains parents se disent « Ouais, mais ça marche, mais c'est pas ça que je devrais faire. Puis là, vu que c'est pas ça que je devrais faire, ben j'essaie de faire quelque chose qui marche pas puis de tolérer quelque chose qui marche pas. Ben non, faut qu'on soit connecté puis qu'on s'ajuste à la réalité qu'on a là. Fait que ce qui marche, c'est ce qui marche. Ça va être le titre de l'épisode. J'aime bien ça. Écoute, Laurie, j'ai une dernière question pour toi. Mais juste avant, je vais remercier une autre partenaire de l'émission et ça, c'est Annick Bourbonnais. Annick, en fait, elle vous propose Hypnodoula. C'est pour vous accompagner, c'est des coffrets, en fait, d'auto-hypnose qui peuvent vous accompagner à l'accouchement, à la préparation de l'accouchement, mais aussi après. Ça peut aider pour la gestion de la douleur, pour la gestion de l'anxiété aussi. Je vous invite à aller découvrir là, tous ces coffrets sur le hypnodoula.ca. Laurie, dernière question. J'ai l'impression qu'on a tout couvert. J'ai l'impression que cette question pourrait starter un nouvel épisode. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire prioritairement aux mamans qui nous écoutent? Prenez soin de vous. Puis, tu sais, je sais que ça peut sembler un peu... galvaudé, là, tu sais, prenez soin de vous. Mais c'est vrai, tu sais, de prendre le temps de prendre soin de soi dans la maternité, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aussi à nos enfants, de se rappeler qu'on est humaine, qu'on a des failles, mais que justement, on a besoin de se nourrir, tu sais, de se nourrir au niveau psychologique, émotionnel, physique, tu sais, de prendre soin de soi, c'est vraiment un beau cadeau, je pense, qu'on a à se faire. Mais merci beaucoup, Laurie. Merci, Gabrielle, de m'avoir reçue. Là, tu viens pour une partie 2? OK, on fait ça. Parfait!